Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui je vous propose un petit hors-série, enfin pas si petit que ça. Pour une fois, on va vous raconter un événement historique assez précis, le naufrage de la Blanche-Nef du 25 novembre 1120. Et si tout se passe bien, normalement cet épisode sort le 25 novembre au moment où il sort. Donc on a une forme d'anniversaire, enfin de commémoration. Un petit peu morbide parce que donc un naufrage veut dire peut-être des soucis. On va parler dans cet épisode pourquoi ce naufrage a fortement influencé l'histoire de l'Angleterre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bastien Michel. Bonjour Bastien. Bonjour Fanny. Alors je te reçois parce que tu viens de soutenir une thèse sur le sujet, attention, l'encre et le pain, les vassaux de l'évêché de Bayeux, 11e, 13e siècle, dont tu as soutenu en 2024. Et au moment où on enregistre cet épisode, tu es en train de préparer une présentation pour parler de ce naufrage. Donc, quand j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me parler de ce sujet, Hugo Fresnel, que j'avais reçu une fois, m'a dit « Attends, j'ai quelqu'un à te conseiller ». Et juste un petit mot avant qu'on commence aussi, pourquoi est-ce que je fais un épisode sur le sujet ? Eh bien, c'est grâce à Laureline. En fait, rappelez-vous, j'avais fait en 2024 une campagne de financement participatif pour le carnet Passion médiéviste et il y avait un palier où les gens pouvaient prendre un certain montant et donc s'ils prenaient ce montant, je m'engageais à faire un épisode sur le sujet de leur choix. Eh bien, Laureline m'a demandé un épisode sur ce naufrage avec plein de détails, avec plein de questions. Donc je la remercie énormément parce que personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, de ce naufrage, de ses conséquences. Et ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre d'aborder plein de sujets que j'ai pas forcément le temps ou l'occasion d'aborder dans Passion médiéviste. Donc ça va être très très chouette. Alors Bastien, déjà, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au naufrage de la Blanche-Nef ? Alors la première raison qui m'a amené à m'intéresser à ce naufrage, elle est peut-être un peu inhabituelle, mais c'est un roman. Et c'est un roman très connu puisqu'il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Il parle de ça dedans ? Oui, Hein ? le J'avais totalement roman oublié. se déroule en Angleterre au XIIe siècle et il couvre la période qui va de 1120, donc date du naufrage, jusqu'en 1170. C'est l'un des nœuds de l'intrigue. Le roman est organisé autour de cette intrigue du naufrage de la Blanche-Nef. Ken Follett en donne une interprétation qui est un peu facétieuse, on y reviendra. Il y a une autre raison qui explique mon intérêt pour le naufrage de la Blanche-Nef, c'est ma thèse. Parce qu'au cours de ma thèse, donc tu l'as dit, sur les vassaux de l'évêché de Et pas Bayeux, les vaisseaux, comme j'ai pu me tromper aussi. et pas les vaisseaux, même si c'est une nef. Donc ma thèse sur les vassaux de l'évêché de Bayeux. En fait, j'ai croisé la route, si je puis dire, d'un des naufragés. Parmi les vassaux, il y a un homme qui s'appelle Richard, qui est comte de Chester, dans le nord de l'Angleterre, et qui a péri en mer le 25 novembre 1120. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on parle de ta thèse une autre fois. Je dis ça juste comme ça, on verra. Alors, raconte-nous. Donc, on est en 1120, donc en 1120. Raconte-nous un peu le contexte historique de l'époque. Avant même qu'on parle du naufrage, qu'est-ce qui se passe, on est où et tout ça. Pour faire simple, en 1120, le duc de Normandie et roi d'Angleterre s'appelle Henri Ier Beauclerc. Henri Ier Beauclerc, c'était le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. Donc là, vraiment, l'Angleterre vient d'être conquise par la Normandie. On est un petit peu après. Enfin, je veux dire, par rapport à l'histoire du monde, là, c'est vraiment, ça vient d'être fait, quoi. Oui, par rapport à l'histoire du monde, ça c'est sûr. Guillaume le Conquérant meurt en 1087. Quand il meurt, il a 3 fils. Seuls ses 2 premiers fils, ses 2 fils aînés, héritent d'un morceau de ce que l'on appelle l'ensemble anglo-normand. Le fils aîné, Robert Courteheuse, qui a un très beau surnom, ça veut dire le petit pied, en fait, Courteheuse. Okay. Donc Robert Courteheuse obtient le duché de Normandie. Son frère, Guillaume le Roux, devient roi d'Angleterre. Oui, on est à l'époque où, en fait, vraiment, les fils se séparent. On a vu ça aussi chez les Mérovingiens, où ça cause pas mal de soucis et de guerres derrière, souvent. Tout à fait. En plus, là, le fils aîné a la part patrimoniale, la part la plus prestigieuse, qui est le duché de Normandie. Donc, le troisième frère, Henri Ier Beauclerc, n'a aucun héritage. Il n'obtient aucune fonction, aucun titre
à la mort de son père. Miskin, quoi, le pauvre. Le pauvre, il a eu beaucoup d'argent en compensation, quand même. Des manoirs et beaucoup d'argent. Oh oui, ça va, ça, donc pas sans rien non plus, quoi. En 1100, le deuxième frère d'Henri Ier Beauclerc, Guillaume le Roux, qui est roi d'Angleterre, comme j'ai dit tout à l'heure, meurt accidentellement. Il meurt pendant une partie de chasse et il n'a pas d'héritier. Donc c'est son frère, cadet, Henri Ier, qui récupère le trône d'Angleterre. Donc à ce finalement, oui, moment-là. ça va, il est pas mal. Donc il s'est bien débrouillé. Henri Ier Beauclerc, il entre par la suite en conflit avec l'autre frère, encore en vie, Robert Courteheuse, qui est duc de Normandie. Oui, donc son frère aîné. Son frère aîné, le plus vieux des 3 enfants, des 3 fils de Guillaume le Conquérant. Il y a un conflit, une guerre entre les 2 frères, une bataille à Tinchebray, qui est aujourd'hui un petit village de l'Orne, et Henri Ier remporte la bataille face à son frère, Robert Courteheuse. Et la guerre, c'était pourquoi? Alors, il y avait un certain nombre de tensions, justement, liées à l'héritage de Guillaume le Conquérant. On sait également qu'Henri Ier Beauclerc avait beaucoup de soutien dans l'ouest de la Normandie, qui souhaitait qu'il devienne duc à la place de Robert Courteheuse. Donc d'unifier en quelque sorte tout le royaume. Exactement, et c'est ce qui est extraordinaire après cette bataille de 1106, c'est que Henri Ier Beauclerc parvient à reconstituer ce vaste ensemble anglo-normand qu'avait rassemblé son père en 1066. Donc on est à ce moment-là, mais il a écarté son frère en mode bon bah toi tu vas dans un coin, c'est bon, c'est moi qui gère. Exactement, il l'a fait emprisonner, son frère oui, va carrément. rester pendant plus de 20 ans dans une prison en Angleterre. Oh, le pauvre. Il a juste respecté ce que lui dit son père en fait. Dans des conditions d'incarcération assez strictes. Tu m'étonnes. Il voulait pas une révolte. Donc on a donc ce contexte-là. Et alors, géographiquement, donc là, nous, on va parler effectivement plus du côté normand. Ce naufrage, bon, même si... En un mot, on spoil déjà toute l'histoire avec le naufrage. Mais on est dans quelle région, on est dans quelle zone géographique? Alors, on est à Barfleur, dans le Cotentin, sur la pointe orientale du Cotentin. On est à 20 km à peu près à l'est de Cherbourg. On est à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de l'Angleterre. Donc c'est l'endroit où l'Angleterre et la France sont le plus proches, c'est ça? Exactement. Il y a un autre endroit où il y a une proximité entre la France et l'Angleterre, mais il faut aller un peu plus au nord, dans la région de Dieppe, puis de la baie de Somme, de Calais, etc. Donc on est vraiment ici sur un pont, en quelque sorte, entre la Normandie et l'Angleterre. On est à 100 km, grosso modo, de l'île de Wight et d'une région dans le sud de l'Angleterre qui est très importante pour le pouvoir royal, notamment avec une ville, Winchester, qui est un centre politique très important. Donc en fait, c'est un couloir de circulation que les ducs normands et rois d'Angleterre empruntent régulièrement pour contrôler ce vaste ensemble qui est quand même séparé par la mer. Et juste avant aussi de raconter le naufrage, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur le rapport des gens du Moyen-Âge, de cette époque-là en tout cas, avec la mer. Parce que j'ai cru lire et j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu une forme d'attirance, mais aussi de peur envers la mer, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a un rapport qui est un peu ambivalent à propos de la mer pour les médiévaux. La peur de la mer, c'est un point de vue qui est surtout tiré d'un ouvrage célèbre en histoire qui est écrit par Alain Corbin et qui s'appelle « Le territoire du vide ». Donc un historien du XXe siècle. Ouais. Un historien du XXe siècle. En fait, dans ce livre, il fait une synthèse sur la manière dont les sociétés en Occident ont pensé la mer, se sont représenté la mer. Il a une très belle expression, il parle de désir du rivage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, mais il revient au début du livre sur le Moyen-Âge. Et il explique qu'au Moyen-Âge, la mer, c'est un espace qui fait peur, c'est un espace qui est inconnu. Les chroniqueurs du Moyen-Âge nous expliquent que la mer est peuplée de monstres marins, du Léviathan qui est représenté au Moyen-Âge comme un dragon marin ailé, avec de grandes cornes, des crocs acérés. Oui, qu'on n'a pas envie de croiser, quoi. Bref, on n'a pas envie de le croiser. Pour les clercs, pour les lettrés, c'est un espace qui fait vraiment peur. Alors, les médiévaux, ils n'ont pas uniquement peur de la mer. C'est aussi un espace qui est exploité depuis très longtemps. On pêche dans la Manche notamment, on exploite le sel, et c'est un espace qui est traversé, en fait. Il y a des circulations depuis l'Antiquité, voire depuis la préhistoire. Donc c'est à la fois un monde qui fait peur, mais aussi un monde qui est complètement connu, approprié, où il y a des circulations.
Oui, voilà, on est sur un espace, en tout cas proche des côtes, ou dans un espace qui est un peu plus restreint comme la Manche, mais les océans et tout ça, là c'est sûr que non, on s'y aventure pas, même s'il y a eu des aventures, bon on en parlera peut-être un jour dans le podcast, mais où des rumeurs de personnes qui sont allées très loin, notamment en Islande et tout ça. Alors, ce bateau, la Blanche-Nef, raconte-nous qui s'embarque sur ce bateau, pourquoi, qu'est-ce qu'est ce bateau, c'est quoi les bails, raconte-nous. Alors, reprenons par le commencement. Henri Ier Beauclerc, en 1120, il est vraiment à l'apogée de son règne. Tout va bien, il a récupéré la Normandie, c'est ça. Tout va bien, il vient d'imposer une défaite au roi de France Louis VI. Après cette défaite, il veut rentrer en Angleterre. Il se battait pourquoi, tu sais ou pas? C'était Alors, il se battait pour sa succession. Il voulait obliger Louis VI à reconnaître son fils comme futur duc de Normandie. Son fils qui s'appelle Guillaume Adelin, et on va voir que ça se passe pas bien pour lui, en réalité. Donc là, il a réussi, il a battu le roi de France, il s'est dit, bon, je rentre en Angleterre, ça suffit, c'est ça? Voilà, on passe par Barfleur, c'est un port habituel pour rentrer en Angleterre. C'est grand Barfleur à l'époque, c'est quoi? On ne sait pas très bien à quoi ressemble Barfleur au début du XIIe siècle. Il n'y a pas eu de fouilles archéologiques majeures qui ont été menées là-bas. La plupart des ports au XIIe siècle, ça ne ressemble pas à des ports d'aujourd'hui. Ce sont plutôt des sites d'échouage avec des aménagements portuaires qui sont minimaux en fait. Quelques pontons, quelques quais en bois seulement. Il ne faut pas s'imaginer des jetées en pierre comme celles qui existent aujourd'hui à Oui, Barfleur. c'est pas le port du Havre et tout ça, voilà, non. Non, c'est beaucoup moins bien que le port du Havre. Donc, ça n'a pas la puissance du port du Havre. Voilà, bref, continue. Donc, Henri Ier et sa cour doivent repartir en Angleterre. Ils se rassemblent à Barfleur. Il y a une flotte qui se rassemble à Barfleur pour transporter tout ce petit monde de l'autre côté de la Manche. Henri Ier, il a déjà choisi son bateau. Quelqu'un vient le solliciter, vient lui proposer son propre bateau. Parce que ça fonctionne comme ça au XIIe siècle. Le duc, le roi, il n'a pas de flotte qui lui appartient. Donc il y a des pilotes qui possèdent des bateaux, qui lui proposent leur bateau quand le duc a besoin de rentrer chez lui. On est loin de la marine royale et tout ça, c'est pas encore du tout le cas. Absolument, ce n'est pas encore le cas. Un pilote sollicite Henri Ier Beauclerc, il lui dit « Viens voir, j'ai un magnifique bateau qui s'appelle la Blanche-Nef, je te le propose, tu peux traverser la Manche sur ce bateau si tu le souhaites. » Henri lui dit non. En revanche, c'est le bateau sur lequel mon fils peut s'embarquer. Je te confie mon fils pour traverser la Manche. Donc le Guillaume dont tu parlais tout à l'heure? Le Guillaume Adelin, dont je parlais tout à l'heure, qui est assez jeune, il a 17 ans à peu près. C'est pas n'importe qui, c'est l'héritier du duc de Normandie et du roi d'Angleterre. Donc il est amené à devenir l'un des personnages les plus puissants d'Occident. Et alors, déjà, première question, pourquoi est-ce qu'ils se séparent? Et Henri, il va sur quel bateau finalement? Alors Henri, il va sur un bateau dont on ne connaît pas le nom. C'est le bateau royal, mais on n'en sait pas plus sur ce bateau. Pourquoi ils se séparent? Parce que la cour est trop importante, parce qu'il y a trop de monde, et donc on sépare en fait la cour royale. On sait qu'autour de Guillaume Adelin gravite un entourage de jeunes gens. Puisqu'il est lui-même jeune, c'est un jeune prince, il y a des jeunes qui l'entourent, et donc c'est toute cette petite troupe de jeunes qui va traverser la Manche sur la Blanche-Nef. Il n'y avait pas déjà un calcul de on met pas le roi et l'héritier sur le même bateau, on sait jamais, ou on n'y pensait pas forcément? Bonne hypothèse, je vais mettre ça dans ma présentation. Tu n'y avais jamais pensé? Je n'y avais pas pensé. Ah ouais, moi c'est le premier truc que je me suis dit sur le sujet. C'est une possibilité, oui. Quand même, il y a d'autres traversées, plus tard au XIIe siècle, où le roi et ses fils traversent ensemble. Mais peut-être que là, on a voulu éviter le naufrage qui aurait emporté le prince et son héritier. Et donc là, sur le bateau La Blanche-Nef, donc on a l'héritier qui embarque. Tu as dit, il a des compagnons autour. Et il y a combien de personnes environ sur ce bateau? Alors, les chroniqueurs nous disent qu'il y a 300 personnes. C'est un chiffre qui est... C'est énorme! C'est énorme. C'est un chiffre qui est exagéré. C'est beaucoup trop pour les bateaux de l'époque. On sait déjà qu'il y a 50 rameurs qui propulsent le bateau. 5? Ah ouais! 25 bancs de nage. C'est un très grand bateau. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, au total, on pense qu'il y avait 100 personnes. 50 membres d'équipage, entre guillemets, et 50 passagers, ce qui est déjà beaucoup en fait. On trouve bien sûr sur la Blanche-Nef Guillaume Adelin, le fils du duc roi. On trouve des demi-frères, un demi-frère de Guillaume Adelin qui s'appelle Richard, qui est en fait un autre fils d'Henri Beauclerc, un fils bâtard. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que demi-frère, c'est un gentil mot pour dire bâtard, ou est-ce que juste il a eu une autre femme à un moment, quoi? Alors là, pour le coup, c'est un bâtard. Ils partagent quand même le même père. Ils sont demi-frères. Henri Ier Beauclerc a semé énormément
d'enfants, de bâtards. Il y en a plus d'une dizaine. Ah oui, quand même. Quand même. On sait qu'il a eu beaucoup d'aventures extra-conjugales, si on peut le dire comme ça. Mais son fils, entre guillemets, officiel, c'est le seul fils? Oui, il a un seul héritier, ce fameux Guillaume Adelin, qui s'embarque sur la Blanche-Neuf. Comme on le dit dans Super Joute Royale, dans un des épisodes sortis récemment, il a une fécondité mal placée, en fait. ce Exactement. Hormis Guillaume Adelin, il y a ce Richard, un bâtard d'Henri Ier. Il y a une bâtarde également Ah, d'Henri Ier, tant qu'à faire. qui s'appelle Mathilde, qui monte également sur le bateau. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, en fait un entourage de jeunes gens qui se trouvent autour de Guillaume Adelin. Il y a notamment Richard, comte de Chester, dont je parlais au départ. Il y a aussi plusieurs membres de la famille des comtes de Chester. On trouve des chevaliers, des officiers royaux, des clercs. Il n'y a pas des gens qui juste passaient par là et en ont profité pour le voyage. Non, c'est vraiment que lié au roi. Non, et ça en fait c'est très intéressant. Et ce naufrage, il nous apprend aussi beaucoup de choses sur la cour, les déplacements de la cour et qui voyage avec qui. En fait, on voyage avec son entourage. Et son entourage, en fait, il est constitué à partir de plusieurs critères. Justement, une de mes interrogations, c'était de comprendre quels étaient les réseaux de ces hommes qui gravitent autour de Guillaume Adelin, qui vont mourir dans le naufrage. Et en fait, ils ont un certain nombre de caractéristiques communes. Ils sont jeunes, ils viennent de la même région en Normandie, ils sont liés par des liens de parenté. En fait, tout ce monde-là se connaît. Alors justement, tiens, le bateau, faisons un petit point là-dessus. À quoi ça ressemble les bateaux de l'époque? En plus, ça s'appelle une nef, donc on a l'impression que c'est un tout petit bateau vu comme ça. Nef, c'est un terme générique. Ça désigne d'une manière générale un bateau au Moyen-Âge central. L'ennui, c'est qu'on n'a pas retrouvé la Blanche-Nef après son naufrage, donc on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. On a quelques descriptions dans les sources qui nous parlent du naufrage. On sait que ce navire est appelé par les chroniqueurs une esnek. Alors, esnek, c'est un mot normand qui vient d'une langue scandinave ancienne qu'on appelle le vieux norrois. En vieux norrois, le mot est snekia. Ça désigne un bateau de grande taille qui est armé pour la guerre, pour le transport de troupes. Cette esnek, elle comprend en fait de nombreux rameurs. Elle est propulsée à la rame et à la voile. On sait aussi par des descriptions, des images, des épaves qu'on a retrouvées dans d'autres régions d'Europe que c'est un navire qui a un profil assez long, assez étroit. C'est un bateau très manœuvrable, très rapide. Donc il ne faut pas imaginer de gros galions de la fin du Moyen-Âge. Ni les clichés qu'on a sur les dracars ou ce genre de choses. On n'est pas sur ça non plus. Alors, on n'est pas exactement sur ça parce que c'est vraiment un navire de tradition nordique qui utilise des méthodes de construction scandinaves, notamment ce qu'on appelle la construction à clin. En fait, on superpose les planches qui composent la coque comme des tuiles au lieu de les fixer bord à bord, c'est-à-dire de les fixer de manière plate. Ça, c'est un type de construction typiquement nordique. Et alors là, ils sont sur le point d'en marquer aussi une question. Pourquoi est-ce que la Blanche-Nef est partie de Barfleur? Est-ce qu'ils auraient pu partir d'un autre port ou c'était plutôt classique que pour faire la liaison entre la France et l'Angleterre, ils passent par là? Ils auraient pu passer par un autre port. Cherbourg est utilisé aussi fréquemment pour se rendre en Angleterre. De l'autre côté de la Normandie, on part souvent de Dieppe. En fait, ça dépend de l'endroit où on veut aller en Angleterre. Quand on est à Cherbourg ou à Barfleur, on se rend en fait dans le sud de l'Angleterre, dans la région de Winchester, dont je parlais tout à l'heure. En revanche, quand on part de Dieppe, on se dirige plutôt vers Douvres, donc vraiment au niveau du pas de Calais aujourd'hui, vers Douvres, Canterbury, et en fait la route est plus rapide pour aller à Londres. Et en général, le trajet dure combien de temps? Le trajet est très rapide, il n'y a qu'une centaine de kilomètres à franchir. La plupart du temps, on met une petite journée pour traverser. Donc vraiment, c'est on part le matin, on arrive le soir, tranquille ou quoi? Alors justement, ce qui peut paraître curieux, on navigue de nuit. Ah. La Blanche-Nef est partie de nuit. Pourquoi? Parce qu'on navigue pas encore à la boussole au XIIe siècle. Et donc, pour naviguer, on se guide avec les constellations. Les pilotes ont besoin des constellations pour traverser. Donc là, il faut imaginer, on a environ donc, une centaine de personnes sur le bateau avec l'héritier. On a à peu près la même chose, on n'est pas sûr, avec le roi. Donc on a ces deux bateaux qui partent le soir. Et là, déjà, au moment de partir, comment ça se passe? C'est le bateau d'Henri Ier qui part d'abord. Il est suivi par la Blanche-Nef
Et là, il y a un détail que raconte un chroniqueur qu'il faut absolument dire ici, c'est que les passagers de la Blanche-Nef offrent du vin aux pilotes et aux rameurs de la Blanche-Nef. Donc il y a une ambiance un peu festive ou c'est juste voilà, Alors, un peu les jeunes en gros qui s'encanaillent? il y a certainement de ça. Ce sont des jeunes et ils mettent une ambiance festive en quelque sorte. Les jeunes n'ont pas changé en fait. Hein. Oui, mais il ne faut pas piloter un bateau sous l'effet de l'alcool, précisons-le. Ah oui, non, il faut pas faire grand chose même sous l'effet de l'alcool. Hein. Faut même pas trop boire d'alcool, c'est pas trop conseillé. En fait, on ne sait pas pourquoi ils offrent du vin aux rameurs et aux pilotes. Est-ce que c'est parce que l'ambiance est à la fête, à la liesse, on rentre d'une campagne victorieuse sur le continent, donc on se prépare à recevoir un triomphe en arrivant en Angleterre. Il y a une autre hypothèse que j'aimerais développer, c'est que traverser la Manche à la rame pour des marins, c'est quand même une épreuve physique qui est très éprouvante. Et je me suis demandé si le vin n'était pas là en fait pour leur mettre un peu de baume au cœur. On est le 25 novembre, il faut traverser une mer froide, une mer venteuse, et le vin est en quelque sorte censé les réchauffer, les aider à traverser. C'est sympa en fait, c'est une bonne intention de départ peut-être. Oui, malheureusement, ça va causer un certain nombre de problèmes. Donc comme je le disais, le navire du Ducroi est parti en premier, il est suivi par la Blanche-Nef, et les passagers de la Blanche-Nef veulent faire la course. Vraiment les jeunes quoi, les jeunes qui boivent, qui veulent faire la course. Aujourd'hui ils ont des petites motos, maintenant à l'époque ils avaient des bateaux quoi. C'est ça. Ils essayent de rattraper le navire royal, on est encore tout près de Barfleur, hein. Ils viennent de sortir du port, et là, le bateau percute un rocher. Quoi ? Mais tout de suite, dès le début ? Tout de suite, dès le début, à quelques centaines de mètres du port de Barfleur. Certains historiens ont essayé d'identifier le rocher, précisément, qui avait causé le naufrage. En réalité, on n'en sait rien. Ce sont certainement des hauts fonds. La côte près de Barfleur est très dangereuse. Il y a des courants qui sont très forts, beaucoup d'écueils. Et voilà, le bateau percute un rocher, la coque est crevée et l'eau pénètre à l'intérieur. Le bateau coule presque instantanément. Waouh ! Donc c'est vraiment ultra rapide. Parce que j'avais cru voir, est-ce que c'était pas des conditions météorologiques qui étaient compliquées aussi ? Non, pas à ce moment-là. En fait, il est difficile de naviguer dans cette région, de manière générale, mais il faut bien se dire que les pilotes sont très expérimentés. Les pilotes de ces bateaux se transmettent des techniques de navigation de père en fils. Ils connaissent extrêmement bien le littoral. L'hypothèse principale, c'est qu'en fait, ils ont trop bu. Ils prennent des risques en essayant de doubler le bateau royal et ils ont un accident, ils percutent le rocher. Donc c'est vraiment une forme d'accident bête. Mais est-ce que ce type de naufrage, déjà, c'était fréquent à l'époque, ou ça arrivait de temps en temps, ou pas du tout ? A priori, les naufrages sont assez rares. On a peu de mentions de naufrages, dans les sources textuelles en particulier. L'archéologie ne nous est d'aucun secours parce qu'on n'a conservé aucune épave normande dans la Manche pour les 11e, 12e siècles. Ça tient aux conditions maritimes, en fait. La Manche est une mer où il y a beaucoup de courants, où en plus le trafic maritime empêche de faire des fouilles subaquatiques, par exemple. Donc, il y a quelques mentions de naufrages. Aucun n'est décrit aussi longuement que la Blanche-Nef. Ce qui prouve quand même qu'il y avait des naufrages, c'est que le duc de Normandie dispose sur le littoral normand de ce que l'on appelle le droit de varech, comme l'algue. Il a le droit de récupérer sur les plages les débris des bateaux qui se sont échoués et leur cargaison. Oui, donc s'il y a une... J'aime bien, on fait des réglementations pour tout. Si on réglemente ça, c'est que ça arrive de temps en temps, effectivement. Effectivement, ça doit arriver régulièrement, mais on ne sait pas à quelle régularité. On n'a pas d'autres exemples que la Blanche-Nef. Donc là, tu dis que le bateau coule. Vraiment, il coule d'un coup et tout le monde meurt, enfin tout le monde est dans l'eau sur le coup ? La quasi-totalité des passagers, des membres de l'équipage meurent noyés sur le coup. Il y a 3 personnes qui arrivent à s'accrocher à la coque, à s'accrocher aux débris. Parmi ces 3 personnes, il y en a un qui meurt d'hypothermie, en fait. Il se noie à cause du froid. Il y a une personne qui sera repêchée. Il y a un survivant qui est un boucher de Rouen, qui survit parce qu'en fait, il avait un habit beaucoup plus modeste que les autres passagers, fait avec des couches plus épaisses, de la laine, etc. Et donc, il a mieux résisté au froid et il a survécu. Et il y a une 3e personne qui arrive à s'accrocher aux débris, c'est le pilote. Il demande aux autres rescapés qui sont en train de flotter en fait sur ce qui reste de la Blanche-Nef si le prince Guillaume Adelin a survécu. Ils lui répondent que non, il est mort noyé et il se suicide. Il se jette à l'eau pour ne pas encourir la colère d'Henri Ier. Waouh !
C'est si dramatique. C'est terrible. On peut ajouter un élément d'ailleurs sur ce pilote qui s'appelle Thomas. Le père de Thomas était déjà pilote. C'est celui qui avait piloté le bateau qui avait amené Guillaume le Conquérant en Angleterre en 1066. Non. Il y a une dynastie de pilotes de Barfleur qui s'est mise au service des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre. Ah oui, donc il se dit, bon, tant qu'à faire, je vais être zigouillé autant que je me tue tout de suite aussi. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un cas de suicide qui est raconté dans une chronique médiévale, ce qui n'est pas si fréquent que cela. Mais là aussi, pour expliquer pourquoi tout le monde est mort, bon, ils avaient les vêtements, on savait pas nager à cette époque-là aussi. Probablement pas. Ils ne savaient pas nager. L'eau est très froide, hein. On est le 25 novembre. Il y a des courants qui sont très forts à Barfleur. Ils sont bourrés. Et en plus, ils ont trop bu. Donc ils sont incapables en fait de se sortir de cette situation. Il faut noter que juste avant le départ de la Blanche-Neige, il y a quelques personnes qui se rendent compte du danger et qui quittent le navire en supposant qu'il va y avoir un accident. Et donc on a 2 ou 3 rescapés qui ont eu l'intelligence de partir avant que le navire appareille. Et qui ont changé de bateau ou juste qu'ils sont restés... Non, on reste en Normandie tranquille. On ne sait pas, ils sont probablement restés en Normandie puisque le premier bateau était déjà parti lui aussi. On n'a pas le nom des gens qui sont restés? Alors si, Ah. Il y a un personnage qui s'appelle Rabel, qui est un officier du duc de Normandie, et il y a un autre personnage qui est extrêmement important, qui s'appelle Étienne. Il est comte de Mortain, c'est une localité dans le sud de la Manche, et Étienne, comte de Mortain, il se trouve qu'à la mort d'Henri Ier Beauclerc, c'est lui qui va lui succéder. C'est un neveu d'Henri Ier Beauclerc. Il a quitté le bateau où son cousin, Guillaume Adelin, est mort. Lui, il a survécu au naufrage, il n'était pas sur le bateau, et donc il récupère le titre de son oncle. Il y a dû avoir tellement de théories du complot. Il y a eu des théories du complot. On va en parler, mais déjà, oh là, mais je pensais pas que c'était aussi dramatique comme événement. Ce qui est incroyable, c'est qu'un événement qui dure quelques minutes aura des répercussions énormes. Comment ça se passe du coup? Comment réagit Henri le roi? Parce que du coup, eux, ils ont quasiment vu le naufrage en fait, même s'il faisait nuit. Ils ont dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Pas du tout. Ah bon? En fait, le bateau royal avait pris beaucoup d'avance. Il ne voit pas le naufrage. Quelle horreur! Et c'est encore plus horrible que cela, si je peux dire. Ils traversent jusqu'en Angleterre. Ils arrivent en Angleterre. La nouvelle se répand que la Blanche-Neige a coulé, que le prince héritier est mort. Mais comment ils peuvent savoir, les gens? Parce qu'une fois que les sauveteurs ont essayé les marins ont essayé de secourir les passagers de la Blanche-Neige, ils se rendent compte qu'ils sont morts et donc ils envoient des messages Les en marins Angleterre. du coup de Normandie en fait, qui eux Oui. peut-être sont un peu plus rendus compte. D'autres marins de Barfleur qui ont vu la catastrophe envoient des messagers jusqu'en Angleterre pour prévenir le roi. Son héritier est mort. Les messagers arrivent jusqu'à la cour en Angleterre. Personne n'ose annoncer la nouvelle à Henri Ier Beauclerc. Bah, tu m'étonnes. Ça dure plusieurs jours. Mais lui, Plusieurs jours. lui, il se rend pas compte que son fils n'est pas encore là. Il ne sait pas que son fils est mort. Non, mais parce qu'il devait arriver le lendemain, enfin, ou même le soir même, et lui, il a pas capté, il fait sa Oui, vie et mais tout ça. en fait, les retards sont très fréquents. Lorsqu'on Mmh. traverse la Manche, il peut y avoir des vents contraires, on peut être amené sur un autre endroit de la côte. Donc ce n'est pas si surprenant que cela. Donc la cour sait que le prince héritier est mort et pas le roi. Quelqu'un finit par l'informer et Henri défaille. Il s'évanouit, d'après le chroniqueur, au récit de la nouvelle et quand il est informé de la mort de son fils. C'est une catastrophe pour Oui, lui. tu m'étonnes. Et à part donc la réaction du roi, forcément, en plus c'est la réaction d'un père, comment est vécu cet événement à l'époque? C'est vraiment vécu comme un drame pour une catastrophe, non seulement pour Henri, mais pour tout l'ensemble anglo-normand. Pour le duché de Normandie, pour le royaume d'Angleterre. Le roi n'avait qu'un seul héritier, Guillaume Adelin, qui est mort. Qu'un seul héritier légitime, pas bâtard et tout ça. Un seul héritier légitime capable de lui succéder. Il y a aussi tous les compagnons de Guillaume Adelin qui sont morts, et parfois ce sont des générations entières qui ont disparu. Je parlais des comtes de Chester tout à l'heure, les 2 fils meurent, la lignée s'éteint en 1120. Oui, donc il n'y a pas que le roi d'Angleterre qui est très triste, j'imagine. Là, on a vraiment plein de familles qui sont endeuillées. C'est vraiment une catastrophe pour l'ensemble de l'aristocratie anglo-normande. Et ça bouleverse en fait les équilibres à l'intérieur de l'aristocratie anglo-normande. Et est-ce que cet événement a été interprété peut-être comme une punition divine ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a des idées de comment réagissent les contemporains? Alors, les chroniqueurs du XIIe siècle, de manière générale, interprètent cela comme une punition divine.
Pour ces chroniqueurs, en fait, il y a eu un retournement de fortune en défaveur d'Henri Ier Beauclerc. D'une manière générale, on considère que les Normands ont péché et que ces péchés ont provoqué la mort de Guillaume Adelin dans le naufrage de la Blanche-Nef. Oui, le rapprochement n'est pas très compliqué à faire, effectivement. Et il y a quelque chose qui est encore plus dramatique, si j'ose dire, Ouais. c'est qu'on ne retrouve pas les cadavres. Quoi ? Alors qu'ils étaient pas loin de la terre, quoi. Le courant les a emportés, on ne retrouve pas la dépouille du prince. Donc il peut même pas enterrer son fils. Il ne peut pas l'enterrer, et dans une société chrétienne, c'est dramatique. On ne peut pas prier pour le salut de leur âme, ils n'ont pas de sépulture chrétienne. Comme je disais au début, effectivement, on est vraiment sur un événement historique qui va changer l'histoire de l'Angleterre, qui va donc influencer même l'histoire de l'Europe et tout ça. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui va marquer. Oui, absolument. En fait, la disparition de Guillaume Adelin en 1120 est souvent considérée comme la cause d'une crise qui survient 15 ans plus tard, à la mort d'Henri Ier Beauclerc. Henri Ier Beauclerc, il meurt en 1135, et bien entendu, il n'a plus d'héritier légitime. Et il n'a pas fait d'autres enfants entre-temps. Non, il n'a pas fait d'autres enfants entre-temps. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la mère, en fait, de la mère de Guillaume. C'était qui à l'époque ? Alors, la mère de Guillaume s'appelle Mathilde d'Écosse. C'était la fille d'un roi d'Écosse. En fait, elle est déjà morte. Henri Ier Beauclerc est veuf depuis 1118, donc 2 ans avant le naufrage. Il aurait pu se remarier et faire d'autres enfants. Il s'est remarié l'année après le naufrage, en 1121, avec une princesse qui s'appelle Adélaïde de Louvain. Le problème, c'est que l'union est sans fruit. Elle ne donne pas d'enfants. Louvain en Belgique ? Louvain en Belgique, Ah. tout à fait. Moi, c'est hyper intéressant de voir effectivement comment, en une journée, tout ça peut changer. Parce que des fois, on voit dans les batailles et tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui était un peu anodin à la base. Oui. Tout bascule ce jour-là, mais il ne faut pas en fait surinterpréter l'événement, à mon sens. Ce qui est arrivé à cause du naufrage ne pouvait pas arriver obligatoirement. Ça ne devait pas arriver nécessairement. Comme je l'ai dit, Henri se remarie l'année d'après. Il aurait très bien pu avoir d'autres fils. Il a également une fille légitime qui ne faisait pas partie du voyage, qui aurait pu gouverner ou dont l'un des héritiers aurait pu gouverner directement en 1135. En réalité, il y a une crise de succession qui survient en 1135 et l'une des héritières potentielles, l'une des candidates, c'est justement cette fille qui s'appelle encore Mathilde, bien entendu. Il y a 4 prénoms en Angleterre. Hein. Oui. Les femmes peuvent gouverner en Angleterre. Alors, c'est exceptionnel, ou en tout cas c'est considéré comme exceptionnel, mais il y a d'autres régions d'Europe où c'est possible. Aliénor devient duchesse d'Aquitaine, par exemple. C'est inhabituel pour la Normandie, ce n'est pas nécessairement prévu au moment de la succession. On peut imaginer qu'Henri ait souhaité que sa fille lui succède. D'ailleurs, on pense que c'est ce qu'il souhaitait avant sa mort. Qu'est-ce qu'on a comme sources de l'époque contemporaine qui peuvent nous parler de cet événement ? Alors, on n'a aucune source archéologique, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas retrouvé l'épave, on a principalement des chroniques, on a identifié 8 chroniques du XIIe siècle qui reviennent sur l'événement. Mais donc, qui sont quasiment des mêmes époques. On peut dire vraiment les chroniqueurs auraient pu entendre de la bouche de quelqu'un et pas 50 ans plus tard, quoi. Absolument. En fait, ces chroniques, elles ne sont pas exactement contemporaines, elles sont écrites entre 10 et 40 ans plus tard. Ah oui, quand même, ouais. Mais effectivement, elles s'appuient très certainement sur des témoignages oraux de rescapés ou de membres du premier bateau qui, lui, est bien arrivé en Angleterre. 8 sources écrites pour un événement, c'est très 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 bien pour le Moyen-Âge, tu me confirmes. À ma connaissance, c'est le naufrage le mieux documenté du Moyen-Âge. Ah oui, quand même. Et en fait, ça s'explique. Je veux dire, c'est Oui, vu les répercussions, ouais. Vu les répercussions, c'est normal qu'on en ait énormément parlé. Tiens, et le boucher, on sait ce qu'il devient ou pas ? On ne sait absolument pas ce que devient ce boucher qui s'appelle Bérold et qui vient de Rouen. On n'a aucune information sur cet homme. Et ensuite, au Moyen-Âge, après ces chroniques, quelle mémoire de l'événement est conservée ? Le naufrage de la Blanche-Nef, il est sans cesse répété dans les chroniques médiévales postérieures au XIIe siècle. On en parle dans les chroniques du XIIIe, du XIVe, en particulier dans les chroniques anglaises, où les auteurs identifient l'événement à un tournant, en fait, dans l'histoire du royaume, qui a suscité un certain nombre de difficultés, la crise de succession, etc. Donc la mémoire de ce naufrage est encore très vive, et elle se poursuit même bien au-delà du Moyen-Âge. Le naufrage de la Blanche-Nef donne lieu à des poèmes au XIXe siècle, à des romans. Et Ken Follett, dont je parlais au tout début, en fait, il s'inscrit complètement
dans cette tradition-là, dans cette littérature anglaise du 19e siècle qui se sert du naufrage de la Blanche-Neige pour faire des exercices de style, en fait. Et est-ce qu'on a des représentations visuelles au Moyen-Âge de l'événement ? Il y a 2 enluminures célèbres qui représentent le naufrage, qu'on retrouve dans des textes du début du XIVe siècle, qui représentent la Blanche-Neige sur la mer, en train de flotter, ce qui est normal. On voit le bateau qui commence à chavirer et des personnes qui commencent à passer par-dessus bord. Donc on représente vraiment de manière très sensible, très précise, le basculement, la catastrophe. Mais j'imagine que c'est pas très réaliste comme représentation. Non, ce ne sont pas des représentations réalistes, et d'ailleurs les bateaux qui sont représentés ne ressemblent certainement pas à la Blanche-Neige d'origine, celle qui a réellement existé. Et on a parlé tout à l'heure d'une interprétation comme punition divine de l'événement. Est-ce que cette vision, elle évolue au cours des siècles ? Elle n'évolue pas au Moyen-Âge, on considère toujours que c'est une punition divine, et c'est la principale cause du naufrage, qui continue d'être mise en scène dans les poèmes anglais du 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au 20e siècle, on a interprété ce naufrage comme un meurtre politique de masse. Il y a eu des articles, notamment d'une historienne britannique qui s'appelle Victoria Chandler, qui a expliqué qu'en fait, le naufrage avait eu lieu à cause d'un sabotage, parce qu'un baron anglais avait voulu faire couler le bateau pour que le fameux Richard, comte de Chester, dont je parle depuis tout à l'heure, meure. Pourquoi ? Parce que Richard n'avait pas de fils, et que le baron qui aurait causé le naufrage était le cousin de Donc Richard. il visait pas le roi d'Angleterre, mais donc l'autre personne. Absolument, il vise son cousin pour récupérer le titre de comte de Chester à sa mort. Mais elle dit ça sur quelle source ? Parce que c'est quand même une grave accusation. Elle s'appuie sur les 8 chroniques dont je parlais tout à l'heure. Bien entendu, c'est un point de vue qui ne fait pas du tout l'unanimité et qui est complètement abandonné aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle écrit un peu après Les Piliers de la Terre et que c'est aussi la théorie de Ken Follett dans Les Piliers de la Terre. Dont tu parlais tout à l'heure, effectivement. Exactement. Mais est-ce que, à part cette peut-être interprétation un peu farfelue, est-ce qu'on a eu des apports historiques par les chercheurs et chercheuses du XXe siècle sur cet événement ? Il y a notamment un article récent qui propose une nouvelle lecture de l'événement très intéressante par une historienne qui s'appelle Barbara Strahl. En fait, elle se concentre sur la principale chronique qui raconte le naufrage, qui est écrite par un moine qui s'appelle Orderic Vital, au début du XIIe siècle. C'est important parce qu'Orderic Vital est moine à Saint-Évroult, c'est une localité dans le sud de la Normandie. S'il y a des gens qui viennent de tous les endroits qu'on a nommés, mais envoyez-nous un message, parce que c'est vraiment là, c'est pour vous, cet épisode. Pour les connaisseurs, c'est entre Vimoutiers et l'Aigle. C'est un coin charmant de la Normandie. Bref, pourquoi Orderic Vital est intéressant ? Parce qu'il insiste dans son récit sur la dimension émotionnelle, sur la douleur, sur la peine que cause le naufrage. Il le fait parce que les naufragés appartiennent à des familles qui soutiennent le monastère de Saint-Évroult, qui sont des donateurs. Donc en fait, il veut commémorer leurs souvenirs dans une abbaye qui est en contact avec les familles des victimes. Et ça, c'est un apport considérable parce que ça nous dit beaucoup de choses de la manière dont l'événement a été raconté, pourquoi on se focalise sur ces individus-là. Et pour le coup, est-ce que les autres chroniques, on va pas rentrer en détail, mais est-ce que les autres chroniques apportent des détails différents ? Parce que on voit des fois qu'au Moyen-Âge, on a certains récits qui sont repris, mais qui sont copiés, mais c'est assez, c'est un peu dans l'habitude d'écrire au Moyen-Âge, on reprend les écrits anciens, on les agrémente un petit peu. Donc est-ce qu'on a que des récits qui se ressemblent ou est-ce qu'on a vraiment des récits avec des apports différents d'informations ? Alors dans l'ensemble, la plupart des récits se recoupent. On a à peu près les mêmes informations d'une chronique à une autre. C'est normal parce que la plupart des chroniqueurs s'appuient sur Orderic Vital. Oui, donc lui, c'est vraiment la source c'est la principale, source la plus principale. ancienne. Parfois, on a des divergences sur le nom de certains passagers qui ne sont pas clairement identifiés. Mais dans l'ensemble, le récit principal, c'est Orderic Vital et les autres chroniqueurs le suivent. Ça, c'est hyper intéressant parce que ce que tu as dit notamment sur les émotions, on voit que l'étude des émotions au Moyen-Âge, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, enfin qui vient en fait, parce que c'est assez récent, j'ai l'impression, ce type d'étude, donc j'adore ce sujet. Pour finir en quelque sorte, parce que oui, là, c'est vrai que c'est un peu frustrant à écouter, parce que vous dites, mais c'est quoi les conséquences après ? Allez lire maintenant, vous avez la curiosité, vous allez voir plein de choses. Est-ce qu'en comparaison, on peut citer d'autres naufrages importants du Moyen-Âge qui ont marqué les mémoires, donc pas autant, on a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres naufrages comme ça qui sont un peu documentés et très importants au Moyen-Âge ? Il n'y a pas beaucoup de naufrages qui sont documentés.
Si on prend un autre exemple, on a un duc de Normandie qui fait Encore naufrage également, encore. Ce duc de Normandie est roi d'Angleterre, c'est Richard Cœur de Lion. Quand il rentre de la croisade, de la troisième croisade, on est en 1192. Donc pas longtemps après. Hein. Pas longtemps après, il traverse la mer Méditerranée et en fait, à cause du mauvais temps, il s'échoue au niveau de la Croatie actuelle, sur la mer Adriatique. Parce qu'il s'échoue, il est obligé de continuer par voie de terre et il est fait prisonnier par le duc d'Autriche avec qui il a quelques petits problèmes. Et donc il est retenu en otage. Donc là aussi, un naufrage qui a une importance dans la grande histoire. Mais là déjà, ou sans mort. Donc, c'est intéressant quand même que ce soit un autre naufrage, mais à l'autre bout de l'Europe, mais encore un duc de Normandie. Oui, ça se passe beaucoup mieux pour lui quand même. Il survit à ce naufrage. Et un point qui me paraît important, c'est la valorisation patrimoniale actuelle de ce naufrage. Alors, il y a peu de choses à Barfleur sur la Blanche-Nef. Il faut retenir quand même que le 25 novembre 2020, la municipalité de Barfleur a fait mettre les drapeaux en berne Ah ouais. et fait sonner les cloches de l'église pour commémorer le naufrage. Pour les 900 ans, donc c'est ça, oui. Pour les 900 ans du naufrage, effectivement. Et dernière chose, ce n'est pas le seul naufrage qu'il y a eu au large de Barfleur. Il y a eu un naufrage également en 1860, le naufrage de la Luna, à peu près au même endroit, qui a causé une centaine de morts. C'était un bateau qui faisait la liaison entre Le Havre et la Nouvelle-Orléans. Ah oui, donc là, beaucoup plus loin, quoi. Beaucoup plus loin, ce naufrage fait les gros titres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la presse locale, au moment du naufrage, on réactive le souvenir de la Blanche-Nef. On compare le naufrage de la Luna à celui de la Blanche-Nef. Donc, tout nous ramène au Moyen-Âge, finalement. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus et vous connaissez maintenant l'histoire du naufrage de la Blanche-Nef. Donc, si vous passez pas loin de Barfleur, vous pourrez voir, peut-être essayer de loin de deviner quel est le rocher qui a mis fin à, pas une dynastie, mais qui a quand même beaucoup compliqué l'histoire de l'Angleterre et de Normandie aussi. Donc, merci beaucoup, Bastien Michel, de nous avoir raconté tout ça. C'était passionnant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. Peut-être qu'on te reverra dans un épisode, c'est possible, peut-être. En tout cas, auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra des conseils de lecture, vous êtes habitués, vous le savez maintenant. Sur mon site passionmédiéviste.fr, il y a comme pour tous les épisodes un petit article qui sera lié. On vous mettra des références, on vous mettra un résumé, on vous mettra une petite carte aussi si j'en trouve, je pense que ça devrait se trouver pour un peu situer tout ça. Et je me rends compte que si je veux vous renvoyer vers d'autres épisodes, je sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai pas fait tant d'épisodes que ça sur l'Angleterre. J'ai fait un épisode qui s'appelait La France anglaise sur un peu les échanges linguistiques en quelque sorte entre les deux pays. Donc si jamais il y a des gens qui m'écoutent qui travaillent sur l'Angleterre au Moyen-Âge, ça m'intéresserait beaucoup d'en parler. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou par l'espace contact de mon site. Merci encore à Laureline qui a permis de faire un petit éclairage sur ce sujet et de qu'on fasse un épisode là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté encore cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Et juste avant de partir, un tout petit message pour vous dire que si jamais vous avez envie de savoir en quelque sorte la suite de cet épisode, eh bien dans quelques mois, je sortirai un épisode sur l'Empire Plantagenet, quelques générations après Henri Beauclerc et son fils malheureusement mort. Donc si ça se trouve, si vous écoutez ce podcast des années après sa sortie, peut-être que la suite pour vous est déjà disponible. Donc allez fouiller soit sur votre appli de podcast, soit sur mon site passionmédiéviste.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!